Au retour, après sa journée d'apprentissage dans la forêt sacrée, Henri retrouva Pollutionus affaissé sur le canapé, inanimé. Il prit son pouls qui était très faible et sa tension très basse. Il était dans un état critique. À cause de la blessure profonde à la tête et l'énorme quantité de sang qu'il avait perdu, Henri eut peur que son patient ne se réveille plus de son coma profond. Il passa toute la nuit au chevet de Pollutionus, et le lendemain matin, n'osant plus laisser son malade sans surveillance, il demanda à quelques voisins de l'aider à transporter le lit à l'endroit du rendez-vous avec ses amis pour l'introduire dans la forêt sacrée. Il comptait beaucoup sur les remèdes de Timothée pour remettre sur pied ce moribonde. En ville, l'hôpital était fermé par manque de malades. L'eau de la source guérisseuse avait fait disparaître tous les maux. Quand Henri arriva dans la forêt sacrée avec son patient, il s'adressa à Timothée après avoir salué tout le monde. « Tu crois savoir fabriquer une potion pour sauver cet homme ?»« Je veux bien essayer, » dit Timothée, qui partit aussitôt chercher les ingrédients. « Que s'était-il passé ?» demanda le sage inquiet. « Cet homme est arrivé chez moi hier matin, plein de sang, en disant qu'il avait été attaqué. Je ne sais pas qui l'a dirigé vers moi. J'ai demandé à tout le monde si quelqu'un le connaissait, mais personne ne l'a jamais vu. Je me demande comment il a pu arriver en ville. » Pourquoi se poser toutes ces questions? Il a besoin d'aide. Nous rechercherons plus tard sa famille, dit le sage. Pollutionus avait beaucoup maigri durant ces mois d'exil. Sa barbe avait bien poussé, et tout de blanc vêtu, personne ne pouvait le reconnaître. Le petit chien le suivait partout et lui léchait le visage de temps en temps comme pour le rafraîchir. Après le moment d'accueil, le sage sentit une inquiétude à l'égard de l'inconnu, mais il a mis sur le compte de l'état grave dans lequel il se trouvait. Il trouva très étrange qu'il ait pu pénétrer dans la forêt sacrée sans obstacle. Il regardait avec beaucoup de tendresse la scène touchante du chien fidèle resté auprès de ce maître. Et il pensait que, grâce à lui, il pourrait bientôt retrouver la famille du blessé. La potion que Timothée avait élaborée pour la guérison du malade n'eut aucun effet. Pollutionus était toujours plongé dans un état de coma profond. Henri était à bout de force à la fin de la journée consacrée aux soins. Nous avons tout essayé aujourd'hui pour sauver cet homme et rien n'a réussi. Dans la ville, l'hôpital est dépeuplé et il n'y a plus rien de stérile pour lui faire une perfusion. « Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ?» dit Timothée. « Je vais ouvrir un hôpital dans mon royaume, avec tout le nécessaire pour le soigner. » « Excellente idée, » dit Henri avec une lueur d'espoir. Quand tout fut prêt, ils rentrèrent tous dans l'hôpital pour donner un coup de main à Henri. Il fit des analyses de sang pour voir de quel groupe sanguin avait besoin le malade, et il fut effondré de constater qu'il faisait partie d'un groupe sanguin très rare, qui en général était héréditaire. Timothée pouvait tout créer dans son royaume sauf des êtres humains et tout ce qui concerne le corps humain, sang, cellules, os, organes. « Nous sommes 16 ici. Faisons les analyses du sang pour tous. On ne sait jamais, » dit Marjolaine en un souffle comme poussée par une force inconnue. « Henri, tu peux commencer par moi si tu veux. »« Volontiers, Marjolaine, » dit Henri. Tout le monde fut surpris de voir que le groupe de sang de Marjolaine correspondait à celui du malade.
Ce groupe de sang est très rare. Il se peut que cet homme soit de votre famille, dit le sage à Marjolaine. C'est possible, mais je ne l'ai jamais vu, répondit Marjolaine. La perfusion fit effet rapidement. Il commence à prendre des couleurs, dit Timothée enchanté. Il a bougé sa main droite, dit Célestine. C'est un bon signe, dit Henri soulagé. Je crois qu'il a commencé à remonter la pente. Merci Marjolaine, merci à tous pour votre aide. Maintenant, nous devons rentrer à la maison. Il commence à faire tard. Nous n'avons pas vu le temps passer. Reposez-vous bien. J'espère que tu ne passeras pas encore une nuit blanche, Henri, dit le sage. Je ne pense pas. Regardez. Il a ouvert les yeux et il a souri. Tout va bien maintenant, répondit Henri. Elfie envoya les citadins chez eux et les Forentins, comme l'on nomme les habitants de la forêt sacrée, se réunirent comme d'habitude autour du feu de camp pour goûter au bon plat de Marjolaine. La nuit avait fait son apparition timidement avec la lueur étincelante des deux planètes qu'on pouvait apercevoir dans la direction du sud. Au rythme d'une valse, les autres étoiles firent leur majestueuse apparition. À la fin du repas, le ciel était radieux et brillant. Ils étaient tous allongés sur la terre encore chaude et avaient l'impression qu'en se levant, ils pourraient attraper toutes les étoiles, tellement elles étaient proches en cette chaude nuit d'automne. Regius Animus et Elfie passèrent toute la nuit à regarder les étoiles près de la cascade, et au lever du jour, ils allèrent dormir comme tout le monde. Comme d'habitude, ils avaient toute la nuit pour eux deux, ainsi les journées devenaient plus longues. Pendant ce temps d'évasion, dans un autre espace-temps, ils rêvaient beaucoup et se faisaient des tas de projets pour leur avenir. Une nuit, Regius Animus osa enfin demander la main d'Elfie. Il voulait faire de ce moment un moment unique, magique, merveilleux. Il demanda à Célestine de l'aider à constituer un tapis de pétales de rose qui conduisait jusqu'à la cascade où ils préparèrent un lit douillet en mousse, pétales de rose, fleurs multicolores. Les rideaux au lit de baldaquin étaient décorés de fleurs variées qui tombaient comme de longues tresses. C'était magnifique. Une armée de lucioles les attendait sur place afin de mettre en lumière cette scène romantique. Les grillons donnaient le plus beau concerto jamais entendu. Ce moment unique, d'une beauté exceptionnelle et d'une émotion intense, fut vécu par nos deux héros en toute intimité. Ils étaient dans leur propre espace-temps où tout était possible, et pour l'instant, ils n'avaient pas eu l'idée d'y inviter qui que ce soit. Le lendemain, Regius Animus fit sa demande officielle aux parents d'Elfie. Dès lors, ils se mirent tous en mouvement pour préparer le mariage. Toute la forêt enchantée était au fait de cette bonne nouvelle. Monsieur le Platin, qui adorait les enfants, était très heureux et il donna sa bénédiction aux deux amoureux lors de leur petite promenade. Le mariage était prévu pour le samedi. Il ne restait plus que 2 jours avant la fête. Toutes les créatures enchantées étaient invitées ainsi que les 8 citadins. Exceptionnellement, ils pourraient passer la nuit sur place. Tous ensemble, ils avaient construit une grande maison pour Elfie et Regius Animus. Ils avaient commencé à préparer les lits avec des matelas en foin très confortables. Les chambres des invités étaient prêtes.
Dans la chambre d'Henri, il y avait de la place pour installer le lit de son malade. Dans la forêt sacrée régnait un va-et-vient permanent. Ils avaient envie que le jour du mariage soit parfait. La tâche la plus difficile fut réalisée avec une rapidité incroyable. La confection de la robe d'Elphie et du costume de Regius Animus avait pris finalement peu de temps. Il fallait extraire et fabriquer le fil d'or. Le ruisseau généreux leur donna une bonne quantité d'or. La robe d'Elphie, en fil d'or blanc, était d'une beauté indescriptible. Beaucoup d'oiseaux et d'insectes étaient arrivés dans la forêt sacrée ces derniers jours. Tout le monde se réjouissait en pensant qu'il voulait participer à la célébration du mariage. Pollutionus reprenait de plus en plus de force tous les jours. Il ne parlait toujours pas et était encore amnésique. Le jour du mariage arriva à grands pas. Le sage célébra le mariage au bord de la mer, pieds nus, dans cette eau bleue claire rafraîchissante. Tout le monde avait suivi son exemple et se laissait caresser les chevilles par la tendre écume. Après la cérémonie, Elphie chanta accompagnée par la fée de la mer, la fée de la montagne, la fée du vent, la fée de la pluie, la fée du feu, la fée des étoiles, la fée flocon de neige et nombre d'autres fées magiques. Elles étaient toutes très belles, mais la plus belle était Elphie, habillée de sa robe en fil d'or blanc. Sa longue traîne était portée par des petits oiseaux blancs. Regius Animus Elphie se trouvait au milieu d'une ronde formée par les fées qui dansaient en même temps qu'elle chantait. Tout le monde se tenait par la main. Ils formaient des cercles concentriques autour des mariés. Chaque cercle tournait dans un sens différent de celui qui précédait. Du haut, la vue de ce mouvement était enivrante. Toutes les créatures enchantées s'étaient rendues visibles pour le plus grand enchantement des citadins. Ils n'avaient jamais imaginé que la forêt sacrée était si peuplée. Tout avait l'air si paisible. Comme les créatures enchantées n'avaient pas besoin de se nourrir, ils décidèrent de s'occuper de tous les préparatifs concernant la table. C'était un vrai spectacle, des soucoupes volantes particulièrement amusants. Les assiettes, les couverts, les verres, les serviettes volaient en tous sens et les convives regardaient bouche bée la perfection du spectacle. Les verres se remplissaient tout seuls d'un vin liquoreux. Les assiettes partaient toutes seules vers le ruisseau quand elles étaient vides. Le chef d'orchestre, un astroïde, dirigeait tout à distance avec une grande habileté. Les astrothèques étaient des grandes créatures qui avaient pour rôle de veiller sur la sécurité des enfants. Ainsi, ils pouvaient déplacer à distance des objets pour éviter des incidents désagréables. Quand un enfant n'obéissait pas à ses parents et prenait toujours les mêmes risques, il veillait à ce que l'enfant ne se fasse pas trop mal tout en apprenant la leçon de sa désobéissance. Ainsi, quand un enfant tombait en faisant une bêtise, l'astroïde ralentissait ou amortissait sa chute en envoyant un objet confortable. Quand un enfant renversait une armoire, il détournait les gros objets en les remplaçant par des plus petits. Quand un enfant se perdait dans la foule, les astrothèques poussaient d'un côté les parents et de l'autre les enfants pour les faire se rencontrer, etc., etc. Parfois, les astrothèques
abandonné leur mission à cause de certains enfants qui prenaient trop de risques. Leur pouvoir magique devenait insuffisant et ils laissaient la place aux soléroïdes. Ils partaient se réfugier dans la forêt dans l'attente d'une nouvelle mission. Quand de temps en temps ils voyaient un humain se promener, ils étaient si contents qu'ils les couvraient de toutes les attentions. Ils conduisaient ses pas vers des endroits d'une grande beauté. Leur plus grand plaisir était de voir les humains s'émerveiller. La fête était très joyeuse. Les deux mariés si heureux de leur union ne se quittaient pas des yeux une seule seconde. Les invités admiraient de cœur joie leur bonheur. La belle maison offerte comme cadeau de mariage fut inaugurée au milieu de l'après-midi avec un rituel de danse, tambour et incantation. Des fleurs blanches avaient été accrochées un peu partout. La maison de Regius Animus et Elfie était entourée de nombreux arbres fruitiers. C'était l'époque des pommes renettes qui embaumaient l'atmosphère de leurs parfums délicats. Après la bénédiction de la maison, au programme, la promenade dans les airs. Tout le monde monta dans les ballons volants. C'était la première fois que les invités avaient le privilège de survoler la forêt magique. Ils furent enchantés par la splendeur du paysage multicolore. C'était fascinant. Même la plus belle peinture qu'ils avaient vue ne pouvait égaler ce charme de la nature. Sous leurs pieds, il y avait un tapis d'arbres de toutes les nuances et toutes les couleurs. L'harmonie de ce mélange de couleurs eut un effet sédatif sur les spectateurs. Ils étaient tous rêveurs et comme endormis. Tout à coup, les ballons furent aspirés comme dans un tourbillon. En quelques secondes, ils furent tous réveillés de leur rêverie et se mirent à crier de surprise. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce tour de manège. Quand le mouvement s'arrêta, ils étaient retournés à terre et se retrouvèrent face à face avec un groupe d'indigènes. Le chef de la tribu s'avança vers eux solennellement. Ils étaient tous apeurés par cette apparition soudaine. Ces créatures étaient très grandes et avaient l'air effrayant. Leurs vêtements étaient composés de fleurs et de feuilles. Leurs visages étaient peints de couleurs vives. Sur leur corps prédominaient le vert et le rouge. Elfie se blottit fortement dans les bras d'Eregius Animus. Le sage eut juste le temps de sortir sa pierre magique et forma un écran de protection entre leur groupe et celui des indigènes. Le chef s'avança vers eux et traversa l'écran sans aucune difficulté. L'écran se désactiva immédiatement. Le sage comprit enfin qu'il n'était pas dangereux et fit un signe de tête à Eregius Animus. « Mes félicitations !» s'écria le chef du tribu en s'adressant à Elfie et Eregius Animus. « Merci. Comment êtes-vous au courant pour notre mariage ?» demandèrent-ils. « Jampolus nous l'a annoncé et nous a autorisés à rentrer en contact avec vous. »« Qui êtes-vous » demanda Eregius Animus. « Nous sommes vos cousins éloignés. »« Alors, c'est vous qui avez survécu dans la forêt ?» s'exclama Elfie. « Oui, c'est nous. »« Êtes-vous nombreux ?»« Environ 350 personnes. »« Comment se fait-il que nous n'avons pas pu vous trouver jusqu'à maintenant ?»
Par la célébration de ce mariage, vous avez créé un mouvement très puissant d'énergie qui nous a propulsés jusqu'à vous. Bien qu'avant nous vivions sur le même territoire, nous ne pouvions pas rentrer en contact. Comment cela se fait-il? Demanda Marjolaine. Ce n'est pas facile à expliquer avec des mots, mais nous aurons l'occasion de vous montrer en pratique, répondit le chef de la tribu. C'était un grand homme barbu aux cheveux longs et noirs. Son visage bronzé ne laissait pas trahir son âge. D'après l'allure athlétique et les mouvements harmonieux de son corps, on ne pouvait pas lui donner plus de 35 ans. Nous n'avons pas eu l'occasion de faire les présentations. Je suis Regius Animus et voici ma femme Elfie. Je suis Plume et voici ma femme Erel, dit le chef en montrant une magnifique femme blonde aux yeux turquoise. Ils se firent tous les présentations. Ensuite, Regius Animus invita Plume et ses compagnons dans leur promenade à travers les airs. Ils avaient formé un énorme ballon et survolé la forêt. C'était comme dans un avion de basse altitude avec une vue à 360 degrés. À l'intérieur, ils étaient assis confortablement et le ballon s'avançait lentement d'un mouvement circulaire comme dans un manège mobile. Les oiseaux et les insectes arrivaient de partout. Le ciel semblait couvert d'un gros nuage compact. « Que se passe-t-il » demanda Regius Animus. Les oiseaux et les insectes viennent se réfugier ici à cause de la grande destruction qui a commencé partout sur la planète, dit Plume. Cela veut dire que Pollutionus a recommencé, dit Célestine contrariée. Le mot Pollutionus fut comme un électrochoc pour Pollutionus qui se réveilla brusquement de son état amnésique. Jusqu'à là, il suivait Henri partout accompagné de son petit chien blanc. Le film de sa vie se déroula devant ses yeux à grande vitesse et il se souvint de tout ce qu'il avait fait jusqu'au moindre détail. Cyclonus détruit tout sur son passage, dit Plume. Qui ça? Demanda le sage. C'est une force destructrice qui se nourrit de tous les déséquilibres écologiques. Mes observations de ces 500 dernières années démontrent que sa force s'était multipliée par 100 000. Que dites-vous? 500 ans? Demanda le sage. Oui, bientôt je vais fêter mes 550 ans. Comment est-il possible de vivre aussi longtemps? Comment est-il possible de mourir si vite? Je sais que cela te semble incroyable, mais quand je te montrerai notre mode de vie, tu comprendras comment est-ce possible. Cela m'intéresse, dit le sage. Donc je disais que Cyclonus est reparti en voyage, et Jampolus nous a avertis qu'il se dirigeait droit vers nous à cause de la forêt qui avait été détruite. Vous avez réparé les dégâts, ce qui lui a fait perdre de sa puissance. On doit trouver un moyen de le détourner de sa trajectoire. La protection que Jampolus avait faite ne pourra pas résister face à cette puissance destructrice. Comment pouvons-nous faire pour l'arrêter? Demandèrent tous en chœur. J'ai peur que cela prenne beaucoup de temps, dit Plume. Aujourd'hui, ne pensons pas à tout cela. Profitons bien de cette fête de mariage. Plume et Erel les conduirent dans leur tribu où ils étaient attendus en grande pompe. Leur village était installé en haut d'une montagne avec un climat équatorial et une végétation luxuriante. Vu du haut, c'était comme la carte d'un lieu de vacances. Timothée et ses compagnons avaient hâte d'atterrir pour voir de plus près cette merveille.
ils apercevaient tout un circuit de cascades et grandes piscines naturelles. C'était un paysage de rêve, beau à voir. En s'approchant, ils constatèrent que la température montait au fur et à mesure. Timothée se demanda où il pouvait bien loger car aucune habitation n'apparaissait.